En 10 ans, j'ai perdu 80 kilos, mais le problème, c'est que je me vois toujours gros. Dans ma tête, je fais toujours 150 kilos. Ils ont un problème avec leur image. Que voyez-vous? Quelque chose d'énorme, ça déborde, c'est gras, c'est graisseux. Déjà, je vois une fille un peu en surpoids, avec des yeux globuleux. Un mal-être plus profond que de simples complexes, qu'on appelle la dysmorphophobie. J'ai souvent l'impression que ce corps ne me va pas. J'ai pas l'impression que c'est mon corps, je me sens souvent étrangère. Comment je fais pour accepter d'avoir un corps comme ça? Mais pourquoi ne se voient-ils pas tels qu'ils sont vraiment? Mes poignées d'amour, regarde, c'est pas joli. Le ventre, ça me fait un petit ventre là que j'ai l'impression qu'on voit que ça. Mais un ventre, c'est normal si tu pinces. Forcément, t'as du ventre, comme tout le monde. Je me renferme, je vais pas vers les autres. Je culte complètement le fait qu'on puisse me dire que je suis bien. Alors, comment faire pour que leur corps ne leur soit plus si étranger? Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. C'est une émission inédite que nous vous proposons aujourd'hui. Quand ils se regardent dans la glace, nos invités se trouvent tous les défauts du monde. Seulement voilà, ils sont les seuls à les voir. Et si c'était tout simplement parce que ces défauts sont imaginaires? Et si cette image que leur renvoyait le miroir était une vision déformée de la réalité? Dysmorphophobie, ils ne se voient pas tels qu'ils sont. C'est le titre de toute une histoire aujourd'hui. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour l'histoire continue. Nous retrouverons d'anciens invités, Kevin ainsi que Micheline et son mari Patrick, qui nous avaient beaucoup marqués, et nous verrons ce qu'ils sont devenus depuis leur passage dans toute une histoire. Mais d'abord, on ouvre la première partie de notre émission, la laideur imaginaire, et nous commençons avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Alors Alexandra, avant d'écouter votre témoignage, pour mieux comprendre ce que vous ressentez, j'aimerais que vous veniez avec moi devant le miroir de toute une histoire. Je sais bien que pour vous, c'est un exercice difficile. Oui. Voilà, vous êtes devant le miroir, avancez-vous un tout petit peu et dites-nous ce que vous voyez devant ce miroir. Déjà, je vois une fille un peu en surpoids, avec des yeux globuleux, avec un double menton, avec une poitrine trop importante, des gros bras, des grosses épaules, des grosses cuisses, et là ça se voit pas, mais dans le dos aussi, c'est un peu grassouillon, on va dire. Bon, donc on peut dire que vous vous adorez. Voilà. C'est une description tout à fait positive de ce que vous êtes. Tout à fait. Les yeux globuleux, vous êtes sûre? Oui. Ah bon? Bah, dis donc, vous avez une drôle de conception des yeux globuleux. Alors retournez vous asseoir. On a du mal à comprendre que vous puissiez avoir cette vision de votre corps. Depuis quand vous voyez-vous comme ça? Ça a commencé vers l'âge de 12 ans, à peu près, ouais, à l'adolescence. Il y a eu un jour précis où... Je pense que ça a commencé une année où je suis partie en vacances avec des amis qui avaient mon âge, des filles. Et j'ai vu qu'elles perdaient un peu les rondeurs de l'enfance. Et moi, j'ai vu que je ne les perdais pas. Donc ça a commencé comme ça, effectivement. Et puis je crois que vous avez focalisé sur votre nez? Aussi, oui. À cette période-là? À cette période, oui. Parce qu'il a poussé d'un coup. J'ai eu l'impression qu'il avait poussé dans la nuit. Et je ne l'ai pas vu. Et du jour au lendemain, j'avais un nez d'adulte. Mais Et c'est devenu obsessionnel, ouais. cette histoire de nez. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce nez? Je le trouve trop grand. Là, ça va mieux maintenant, mais à l'époque, il était trop gros par rapport à mon visage. Comment réagissaient vos parents, votre mère en particulier, à votre mal-être? Elle essayait toujours de me rassurer, ma maman. Elle essayait toujours de me dire, par exemple, pour mon nez, elle me disait « mais c'est normal,
quand tu grandiras, ton visage va grandir autour, ça ira mieux, c'est l'adolescence, c'est normal. Puis il n'est pas si vilain que ça. Enfin, elle ne le voyait pas. Est-ce que vous l'exprimiez beaucoup, votre mal-être? Vous Oui, parliez quand même. beaucoup de vos complexes auprès de vos parents, de vos copines? Oui. J'en parlais beaucoup, mais personne ne voyait rien. Ou du moins, enfin, moi, je croyais qu'il voulait me rassurer. C'est vrai que des fois, par exemple, ces 2 amies que j'avais en vacances, des fois, j'avais l'impression qu'elles me regardaient un peu avec de la pitié, mais je ne sais pas si c'est moi qui l'imaginais ou si c'était réel, quoi. Au fil du temps, comment a évolué la vision que vous aviez de vous-même? C'est allé de pire en pire. Il y a toujours des choses qui se rajoutent avec les années. Il y a des complexes qui s'estompent, mais ils restent toujours là. Et il y en a d'autres qui apparaissent, soit comme ça, soit après des remarques qu'on peut me faire. Qu'est-ce que vous avez entendu comme remarque? Les yeux globuleux, par exemple, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Les yeux globuleux, vous avez des yeux ravissants. C'est vrai qu'on a franchement du mal à comprendre cette vision de vous-même, parce que vous êtes ravissante. Donc, j'imagine que c'est ce que vous dit votre fiancé. Ouais. Hein? Très souvent, mais bon, elle a du mal à voir et à comprendre les compliments que je peux lui faire. Alors, donc, après les yeux, le nez, donc c'est votre poitrine qui ne vous plaît pas? Oui. Alors qu'il y a tant de personnes qui aimeraient avoir une jolie poitrine comme la vôtre. Oui, je ne les comprends pas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous lui trouvez à votre poitrine? Elle est trop grosse. Trop grosse. Trop grosse. Vous faites du combien? 85E. C'est le rêve. Je trouve que ça ne va pas avec ma personnalité. Je suis quelqu'un de discret et oui. Elle vous plaît pas cette photo non plus? Celle-ci, ça va. Bon, ça passe. Donc après la poitrine, quelle autre partie du corps vous a dérangé? Cette partie-là, j'ai un double menton. J'appelle ça un goitre parce que je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis mes bras et mon dos. Est-ce que tous ces complexes ont des conséquences psychologiques sur votre personnalité? Oui, je pense que ça, vu que c'est apparu au moment où j'ai développé ma personnalité, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a rendue très renfermée. Je suis quelqu'un de très discret. Je ne vais pas beaucoup vers les gens. Oui, je suis assez renfermée, je n'ai pas beaucoup d'amis, je m'en fais difficilement, je ne fais pas facilement confiance aux gens. Et je pense que ça vient de là, parce que j'ai peur qu'ils me jugent, en fait. Alors, il paraît que vous adoptez un comportement adapté à chaque défaut. C'est-à-dire? Par exemple, pour mon visage, j'essaye toujours de faire des coiffures qui rajoutent du volume pour cacher le volume de mon nez et pour cacher ce goitre. Je mets des vêtements larges si je peux. Et je cache tout jusqu'aux genoux à peu près. Par exemple, vous n'aimez pas vos bras, là, vous ne les avez pas cachés aujourd'hui? Non, parce qu'il fait chaud, mais je ne suis pas à l'aise, je vous avoue. Massime, vous êtes en couple avec Alexandra depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus plu chez elle quand vous l'avez rencontrée? Quand je l'ai rencontrée, j'ai vu tout de suite ses yeux bleus. Globuleux? Non, loin d'être globuleux, ses yeux bleus avec une petite tache marron. Et j'ai trouvé ça extrêmement charmant. Et donc, je suis allé la voir de suite. Et son visage Son visage est un joli visage tout fin. J'étais en train de me dire ça, Stéphanie. Stéphanie, la productrice, me souffle que vous ressemblez à Anne Pario et je pensais exactement la même chose au même moment. D'accord. Pas mal. Oui, c'est vrai que c'est pas On vous l'a mal. déjà dit? Non, jamais. C'est assez stupéfiant. Et alors? Pardon? Moi, je la trouvais jolie, tout simplement. Elle était au fond de la pièce, assise comme d'habitude, mais ça, je ne le savais pas encore, séparée des autres, toute seule. Et donc, moi, je me suis dit que j'allais lui parler, puisque je la trouvais jolie. Vous l'entendez, ça? Oui, je l'entends. Ça vous parle? Jolie? Vous savez ce que ça veut dire, jolie? oui, mais je l'entends, mais ça ne fait pas écho en moi, en fait. Ça fait... À quel moment, Massime, avez-vous découvert son mal-être? J'ai découvert ça quand on s'est installés ensemble. Elle m'en a parlé. Au départ, j'ai pensé que c'était juste comme toutes les filles. On ne s'aime pas trop. Comment ça, comme toutes les filles? Les filles peuvent avoir cette envie d'être parfaites face à la glace, vouloir toujours... Voilà, je me sens un peu grosse, je me sens moins bien de ce face que de l'autre. Ça peut arriver, donc j'ai entendu ce qu'elle m'a dit et je pensais qu'au fil du temps, ça allait
ça allait passer. Si on en discutait, si je la complimentais, enfin je lui disais ce que je pensais d'elle, ça allait la mettre en confiance. Et puis ça n'est pas passé. Non. Non. Donc vous avez réalisé que c'était un problème assez grave finalement. Oui, oui, parce que elle n'a pas conscience de comment elle est. Et la première fois que je me suis rendu compte, c'est quand elle a eu une crise d'angoisse à ce niveau-là. Ça s'exprime comment? Je pleure beaucoup et puis je vois mes défauts augmenter. Je les sens en fait plus que je les vois parce que j'évite de me regarder dans ces cas-là, mais je les sens démultipliés et lui il me dit qu'il ne les voit pas et ça me paraît inconcevable à ce moment-là. J'imagine que vous vous êtes dit que vous alliez parvenir à l'apaiser grâce à votre amour. Oui, tout à fait. Et depuis que vous êtes avec elle, vous n'avez pas vu d'amélioration? Une légère. Aujourd'hui, ça en est la preuve quand même. Les bras? Oui. Non, mais c'est... Qu'est-ce qui en est la preuve aujourd'hui? Aujourd'hui, une amélioration, mais vraiment c'est psychologique. Moi, je trouve que la démarche déjà qu'elle a faite aujourd'hui, c'est une amélioration. C'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins? Oui, c'est moi. Oui. Quand vous avez des crises d'angoisse, quelle solution avez-vous trouvé pour les calmer? Alors, quand j'étais plus jeune, c'est plus le cas maintenant, mais j'essayais de provoquer une douleur physique pour calmer la tension psychologique. Donc, je me coupais un peu l'avant-bras avec rien de grave, juste un couteau, juste pour relâcher la pression. Ça calmait mon angoisse, en fait, sur le coup. Et là, je sais que Massim, ça lui plaît pas et je le comprends, donc j'ai arrêté. Mais du coup, maintenant, c'est plus compliqué pour se calmer. Mais comme il est là, ça compense, on va dire. Comme il est là, quoi? Ça compense, il arrive à me calmer. Je suis plus toute seule. Vous la prenez dans vos bras, vous la rassurez? Oui, c'est le truc qui marche le mieux, puisque je montre mon affection, je la prends dans mes bras, et ça l'aide aussi au niveau de son corps, puisqu'elle a une meilleure perception de son corps quand je la touche. Je lui fais une caresse, elle voit où son corps s'arrête, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Et comment ça se passe dans votre intimité? Vous acceptez de vous dénuder? Vous acceptez le contact physique? Oui, ça va. Je ne voudrais pas que ça empiète aussi là-dessus. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici, Massim? L'accompagner, l'encourager. C'est une démarche que j'ai trouvée vraiment bonne pour elle. Et je pense qu'être présent, ça doit être important pour elle. Et ça me fait plaisir de l'accompagner à ce moment-là. Vous espérez peut-être qu'il se produise un électrochoc aujourd'hui? C'est exact. Je pense que d'en parler, ça peut provoquer le déclic qui va lui faire qu'on va trouver une solution à... Mais je vous regarde, je vous trouve jolie, pardon. Merci. J'arrête pas de vous regarder, je vous trouve des ressemblances avec Anne Parillo, avec Elsa un peu, la chanteuse, voilà. Et je regarde votre maman, que je trouve très jolie aussi, qui a dû avoir du mal. Bonjour madame. Bonjour. Ça a été difficile, j'imagine, pour vous de faire face au complexe de votre fille? Oui, c'est difficile parce qu'on se sent impuissant en fait. On a beau faire tout ce qu'il faut, on a beau essayer de la rassurer, on se sent complètement impuissant en fait. À quel moment avez-vous assisté la dernière fois à une crise d'angoisse de votre fille? Alors on est allé faire des boutiques ensemble pour trouver des vêtements qui normalement aurait dû être un moment de plaisir puisque c'est un moment partagé toutes les deux. Et qui, au final, s'est terminé par des crises d'angoisse, par une incompréhension, puisque bon, elle essayait des choses qu'elle trouvait... tout ce qu'elle essayait ne lui allait pas, de toute manière. Elle était moche de toute façon d'emblée. Et j'avais beau lui dire, non, ça te va bien, et ça s'est terminé par une crise d'angoisse. Voilà, la journée s'est terminée comme ça. Et là, ce short? Oui. J'essaye. En fait, j'essaye de dépasser ça. Et je fais des efforts vestimentaires, notamment depuis que Massim est avec moi. En fait, vous avez changé vos vêtements toutes les deux? C'était votre robe à vous, le chambre de votre mère? Voilà. Yvonne est avec nous. Bonjour Yvonne. Bonjour.
très accablé par les complexes de notre invité. Vous avez l'air de penser que c'est pas anodin tout ça. Oui, il y a énormément de choses et vous exprimez, Alexandra, tous les troubles qu'on trouve dans la dysmorphophobie qui est une véritable souffrance. C'est pas des simples complexes qu'on trouve à l'adolescence et qui s'évacuent au fil du temps. La dysmorphophobie, c'est vraiment un trouble psychologique associé à une grande anxiété, à une grande souffrance, à un perfectionnisme extraordinaire. Et bien souvent, Massim l'a évoqué, une vraie perturbation de l'image de son corps. C'est comme si votre moi, votre personnalité était votre corps. Ce qui fait que de temps en temps, quand votre moi est surpuissant, parce qu'il y a des moments où vous devez vous sentir toute puissante, et bien votre corps, paradoxalement, vous avez l'impression qu'il n'a plus de contour et qu'il prend une proportion énorme. Et de temps en temps, vous avez l'impression de n'être rien, vous avez une haine de vous-même, et là, vous voyez tous les complexes. Ça, c'est une première chose. Alors ensuite, il y a tous les troubles associés aux véritables phobies. Repli sur soi, peur du regard de l'autre, complètement phagocyté, ou non complètement, je dirais presque, vous adhérez à la parole de l'autre, on dit que vous avez des yeux globuleux, c'est peut-être une plaisanterie, vous l'intégrez à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en recherche permanente de la faille. Et pourquoi la recherche de la faille chez vous? Pour être perfectible. Alors pourquoi voulez-vous être perfectible tout le temps? Vous pouvez même avoir dans votre vie quotidienne des tocs, c'est-à-dire la folie du ménage, il faut que tout soit parfait au niveau des vêtements, quand vous avez fait des études, il faut que vos cahiers soient parfaitement propres. Enfin, je veux dire, un perfectionnisme accru. Alors, je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est avez-vous eu un regard d'un homme toute petite posé sur vous? Non. Je crois que les complexes et la dysmorphophobie viennent de deux choses. C'est-à-dire qu'on a du mal à quitter l'enfance. On a eu un rapport très fusionnel avec sa maman, sans doute. Et ensuite, il n'y a pas eu ce tiers, cet homme, qui a posé un regard, un petit peu, sur sa fille, qui aurait pu lui donner envie de séduire et de s'accepter telle qu'elle est. Donc vous êtes toujours en quête de perfection pour plaire à un père imaginaire. Enfin, à ce que vous aimeriez que votre père dise de vous. Je crois que ça se situe à ce niveau. Sylviane, je vois Sylviane très émue par cette explication, cette interprétation. Vous avez envie de réagir là-dessus? Oui, parce que il y a longtemps que je suis convaincue qu'effectivement le manque d'un regard d'un homme sur elle lui a toujours manqué depuis son enfance. Voilà. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour lui donner ce regard, mais je suis qu'une mère, hein, donc même si j'ai essayé de faire et la mère et le père en même temps, j'y suis manifestement pas arrivée au niveau de son image, du moins. Voilà. Alors, donc il manque le regard d'un père, mais là, elle a à ses côtés le regard d'un homme, son amoureux. Est-ce que ça peut apaiser tout ça ou pas? Ça peut apaiser dès lors qu'elle est dans ses bras, elle sent le contour, mais quelque part, elle sent le contour, mais comme si c'était une petite fille qui était dans les bras, elle régresse avec vous. Donc elle a besoin de se sentir, ça s'appelle le moi-peau. Et donc elle a un contour avec Massim. Le quoi? Le moi-peau, c'est-à-dire que bien souvent, l'image du corps, j'ai essayé de m'expliquer très clairement. Le moi, c'est-à-dire notre identité, peut se projeter sur son corps, sur notre moi. Oui. Et ça a un rapport avec le toucher, toute petite. Et donc vous, quand vous êtes en corps à corps avec Massim, vous avez l'impression d'avoir un contour. Parce que votre problématique, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. C'est très complexe, l'image du corps, hein, parce qu'elle est d'origine inconsciente. C'est pour ça que c'est très complexe. Mais vous régressez. Mais le regard de Massim ne peut pas être suffisant, parce que vous ne pouvez pas intégrer à l'intérieur de vous un compliment, parce que vous avez une mésestime de vous. Donc on peut vous dire tout ce que vous voulez, vous êtes belle, magnifique, vous avez des yeux splendides, vous êtes très très mince, ça ne rentre pas à l'intérieur de vous. Alors comment on se répare, Yvonne? Comment on travaille là-dessus? Alors justement, je lui ai demandé si elle faisait du sport, oui, pour ressentir les émotions, c'est-à-dire il faut que vous retrouviez les sensations corporelles. Une première chose. Deuxièmement, il faut que vous quittiez avec une insatisfaction qui envahit tout votre espace psychique et je dirais presque au quotidien. Donc quittez cette insatisfaction. Et aussi, Massim pourrait lui dire... quitter, c'est facile à dire, quitter une insatisfaction, mais comment on fait pour... Alors peut-être une astuce. Quoi?
Ça s'appelle le renforcement du symptôme. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu as de... Mais tes jambes sont énormes. Il ne faut pas lui dire qu'elle est belle. Il faut lui dire, mais qu'est-ce que tu es énorme aujourd'hui. Et là, ça va la faire réagir. Ça s'appelle le renforcement du symptôme. C'est ce qu'on fait dans les phobies. Le renforcement du symptôme. C'est-à-dire, au lieu de lui dire qu'elle est belle... Est-ce que vous avez déjà renforcé le symptôme? Non. 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 Ouais, c'est difficile. Ouais. Ça va être difficile. Je sais pas quoi. Et alors donc ça induit une souffrance de renforcer le symptôme. Parce que du coup, elle va réagir, elle va se dire, il exagère. Et du coup, elle va se voir différemment. Ouais. Parce que la laideur est imaginaire. Donc, il faut qu'on vous dise dans l'arrêté, mais oui, t'as vu comment tu es. Et là, du coup, vous allez vous regarder et vous allez être obligé d'être dans l'action. Quand vous parlez de sport, pour quitter une phobie, il faut agir. Il ne faut pas seulement un coach de vie. Et il faut travailler personnellement, enfin, je dirais presque un psychothérapeute. C'est important parce que votre trouble perdure. On ne peut pas vous laisser dans un état d'anxiété aussi important. Yvonne, on vous sent directive aujourd'hui. On a l'impression que vous avez envie de la secouer. Mais non, elle me fait souffrir parce qu'on se sent tellement, elle est tellement belle et que le rapport que vous avez avec votre corps, et vous vous sentez tellement difforme que c'est quand même pour nous, on a envie de... C'est vrai de vous secouer, mais parce que pour vous faire sortir de vous et pour vous faire sortir de votre isolement. Osez grandir, parce qu'Alexandra est restée une toute petite fille et elle ne supporte pas quelque part l'évolution de sa féminité. C'est possible, oui. Vous avez quel âge, Alexandra? J'ai 33 ans. 33 ans? Mais dites donc, vous êtes une grande fille maintenant. Oui. Alexandre, bonjour. Bonjour. Allez, on commence par le supplice. Vous venez avec moi devant le miroir. Est-ce que vous aimez vous regarder dans le miroir? Oh là, pas du tout. Alors, que voyez-vous, cher Alexandre? Des joues beaucoup trop creuses, un gros ventre. Un gros ventre? Des poignées d'amour, pas de fesses. Des poignées d'amour, je peux toucher? Légère. Pas de fesses. Pas de fesses. Et un pli juste là au niveau des pectoraux. Un pli juste au niveau des pectoraux. Et ça, vous ne le voyez pas dans le miroir? Là, dans le miroir, là, non, mais quand je me regarde, que je suis torse nu, voilà. Vous voyez gros? Oui. Allez vous rasseoir, Alexandre. Alors, pourquoi vous voyez-vous gros? Alors, en fait, psychologiquement, je fais 150 kilos, puisque j'ai perdu énormément de poids suite à une obésité, il y a 11 ans. Ouais. Sauf que ces 80 kilos que j'ai perdus, je les ai toujours dans la tête. Et du coup, ils sont toujours présents. Quand je me regarde dans le miroir, en fait, pour moi, ils sont toujours présents au niveau de mon corps. Alors, vous dites des joues creuses, donc ça devrait vous plaire d'avoir des joues creuses? Non, parce que du coup, je reflète plus quelqu'un de joyeux, parce que du coup, vu que j'ai le visage très creux, et ça me fait ressortir mon menton qui est assez long. Et du coup, ça ne me plaît pas non plus. Donc, Yvonne, c'est souvent le problème. On a beaucoup fait des missions avec des personnes qui souhaitaient perdre beaucoup de poids. Et on dit toujours qu'il n'y a pas forcément une bonne appréciation de son corps après avoir perdu du poids. Oui, c'est le trouble, ce qu'on appelle du schéma corporel. Et pour bien expliquer ça, vous savez, quand des personnes sont amputées, ils ont l'impression d'avoir un bras. Et vous, quand vous avez eu ce surpoids, eh bien, même si vous l'avez perdu, le corps a mémorisé ce schéma corporel et vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez toujours l'impression d'être obèse quelque part. C'est ça. À cette époque, vous vous sentiez comment dans votre corps? À l'époque où j'étais obèse, très mal, puisque je me renfermais et j'avais plus d'amis. Quand quelqu'un me disait quelque chose, en fait, je me réfugiais dans la nourriture, parce que c'était mon seul ami. En fait, c'était la seule chose qui n'avait pas de regard sur moi. Alors, est-ce que vous avez tenté quelques stratagèmes pour perdre du poids? J'ai fait beaucoup de régimes, je suis partie en cure, et il y a 11 ans, donc j'ai eu un déclic. J'ai rencontré quelqu'un qui s'était fait poser un anneau gastrique, donc j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien et je me suis fait poser un anneau gastrique. Suite à cette opération, vous avez perdu du poids? 60 kilos en 6 mois. Ouais. Donc du coup, j'ai pas eu le temps d'apprivoiser mon corps, puisque ça a été une page qui se tournait du jour au lendemain, en fait, et j'ai perdu beaucoup trop vite. Est-ce que vous avez été suivi psychologiquement? Alors j'ai eu un rendez-vous chez un psy avant la pose de l'anneau, puisque c'est lui qui valide ou non pour savoir si on est prêt à se faire poser un anneau. Et ensuite, donc, après l'opération, on m'a conseillé de me faire suivre
par quelqu'un, sauf que j'ai refusé. Parce que du haut de mes 21 ans, pour moi, un psy, c'était pour les fous. Alors maintenant, avec 10 ans qui ont passé, je me dis que c'est complètement débile ma réaction, mais voilà, du haut de mes 21 ans, pour moi, un psy, c'était pour les fous et je n'étais pas fou. Je me disais, étant donné que je vais perdre du poids, je vais m'accepter, puisque je vais rentrer dans le moule, entre guillemets, des gens normaux. Et du coup, j'ai refusé toute aide psychologique. En quoi cette vision déformée de la réalité, le fait que vous vous trouviez encore gros, à quel point ça vous gâche la vie au quotidien? Je me renferme, je ne vais pas vers les autres. Au niveau relations sentimentales, pareil, du coup, puisque je ne vais pas vers les autres et je ne veux pas... on parlait tout à l'heure de se dénuder avec Alexandra, et du coup, moi, c'est quelque chose pour moi qui est très difficile de me mettre à nu avec quelqu'un, puisque pour moi, j'ai l'impression encore d'être obèse et que la personne me trouvera obèse si je me mets à nu. Donc c'est difficile dans tout. Il n'y a que le côté professionnel où je suis comblé, où je me donne à fond en fait. Quand les personnes qui vous entourent vous font des compliments et vous disent mais non, tu n'es pas gros, mais non, tu es bien physiquement, et toi, est-ce que vous les acceptez, ces compliments? C'est tabou pour moi et c'est sujet de discorde, notamment avec ma famille. Donc du coup, j'occulte complètement le fait qu'on puisse me dire que je suis bien. Alors aujourd'hui, vous pesez 73 kilos pour 1m83. C'est ça. Ce qui est pas mal, hein. C'est plutôt bien, non? Sur la balance, oui, mais dans ma tête, voilà. Alors, est-ce que vous faites du sport, par exemple, pour éliminer les poignées d'amour? Je m'y étais mis. Le problème, c'est que d'aller dans une salle de sport tout seul, c'est pas motivant. Donc, piscine? Non, piscine, c'est très compliqué de se mettre en milieu de bain. Ouais. 10 ans après, donc vous n'avez toujours pas apprivoisé votre nouvelle image. Votre entourage a le plus grand mal à vous aider, à vous voir tel que vous êtes aujourd'hui. Une vision déformée de la réalité, eh bien, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ça se passe chez vous, en Haute-Marne. En 10 ans, j'ai perdu 80 kilos, mais le problème, c'est que je me vois toujours gros. J'ai pas réussi, malgré les 10 ans passés, à apprivoiser ce nouveau corps. Dans ma tête, je fais toujours 150 kilos. Depuis son importante perte de poids, Alexandre n'arrive pas à prendre conscience de sa nouvelle silhouette. Heureusement, il peut compter sur le soutien de Manon, une amie styliste, pour l'aider à choisir des vêtements adaptés à son nouveau corps. T'as besoin de quoi? Un jean, un polo et un pull. Alors, 44, tu dis? Ouais, 44. 44. C'est parti. On y va, je vais essayer. Let's go. Je t'attends là. Alors, t'en es où? Bah écoute, c'est pas mal, je pense. C'est bien, non? Moi, je pense que c'est largement trop grand. C'est pas possible, regarde. T'as plus les formes que t'avais quand t'avais 150 kilos. Là, mes poignées d'amour, regarde. C'est pas joli. Le ventre, ça me fait un petit ventre là que j'ai l'impression qu'on voit que ça. Mais un ventre, c'est normal si tu pinces. Forcément, t'as du ventre, comme tout le monde. L'essayage continue pour Alexandre, mais cette fois, c'est Manon qui prend les choses en main en lui conseillant des vêtements plus ajustés. Ah, bah voilà déjà quelque chose qui t'avantage plus. Toi, tu te sens comment dedans? Bah, moi, si tu viens, je vois toujours donc, ce poignet. Oh moi, j'aurais tendance à mettre un petit gilet ample pour cacher ça et ça. C'est désespérant de voir à quel point tu peux te dénigrer et vire-moi tout ce qui est trop large. Tu rajoutes pas des artifices. D'accord. Pour te cacher. Ok, merci. Depuis qu'il a maigri, Alexandre n'arrive donc plus à s'habiller. Mais s'alimenter est devenu également un vrai casse-tête. Il surveille très scrupuleusement sa ligne, ce qui inquiète sa mère Catherine. Là, ça va te faire bien. Merci. Le steak de thon. Merci beaucoup. Voilà, bon appétit, messieurs, dames. Tu veux pas goûter un petit peu? Non, merci. Je trouve que tu te prives trop. Pour moi, manger au restaurant, c'est pas un plaisir parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Si je prends un plat en sauce ou autre, j'ai l'impression qu'on va me juger sur le fait que je suis trop gros. On va se dire le gros, il bouffe un plat en sauce. Donc c'est pour ça, je préfère toi prendre ma petite salade. Moi, je trouve que tu es maigre maintenant. Tu t'es regardé ce matin dans ta glace? Oui. Et tu te trouves... Et je me trouve gros, je vois des bourrelets. Tu exagères énormément quand même. Tu vis plus. Tu es obsédé par ton apparence. Si je vis. Non, tu vis pas. Tu es maigre.
Je te le dis, c'est pas la première fois que je te le dis et je le pense. Tu me vois pas comme moi je me vois, toi tu me vois comme une mère. Moi, tu me fais mal. Tu me fais mal quand tu dis ça. Il faut absolument que tu réagisses. Les proches d'Alexandre ont beau tout faire pour essayer de le rassurer, rien n'y fait. Alexandre ne voit toujours que ses défauts dans le miroir. Installez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, il envisage même d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Que puis-je pour vous? Alors, moi je viens vous voir suite à un amincissement. J'ai perdu 80 kilos. J'ai subi différentes interventions de chirurgie réparatrice. Du coup, je voudrais un avis pour savoir s'il est possible de faire quelque chose d'autre. D'accord. Alors, je vais vous examiner et puis je vais essayer de vous dire ce que j'en pense de façon objective. Hein, je vous en prie, on va passer à côté. Venez, on va se mettre devant le miroir et puis on va regarder un petit peu. D'un point de vue chirurgical, ce qui a été fait par mon confrère est tout à fait correct. Donc il ne faut pas partir dans une spirale d'opération. Parce que moi, si je m'écoute, effectivement, je ferais mettre du botox un peu dans les joues pour les gonfler, je ferais les pectoraux, je ferais tout un tas de, voilà. chirurgies. Je pense qu'à un moment, il est temps d'arrêter la chirurgie, sachant que la chirurgie ne règle pas tous les maux. Mais il faut évoluer aussi au niveau de la tête et du mental. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et interrogations. Merci. Et je vous encourage vivement à reprendre l'activité physique, à reprendre une vie sociale importante. Et je pense que vous allez rentrer dans une spirale d'amélioration qui va vous permettre un petit peu de sortir de cette torpeur psychique dans laquelle vous êtes et vous aurez le plus grand bénéfice. Merci. Je suis très content de cette visite avec le chirurgien plasticien. Je m'aperçois que j'ai besoin d'aide. La chirurgie, c'est pas une aide et c'est pas une fin en soi, donc il faut vraiment que j'accepte l'aide de quelqu'un d'autre pour justement chasser ces démons et accepter mon corps tel qu'il est. Alors, quel effet ça vous fait de vous voir? C'est pas facile de se voir dans un reportage, hein? Non, c'est pas facile. Est-ce que vous êtes regardé sous toutes les coutures? Ouais, le plus difficile, c'est de se voir torse nu chez le chirurgien, puisque, mine de rien, c'est là que... là, j'ai montré vraiment tous les défauts que je voyais et que j'amplifie. Ça vous allait bien, cette veste-là? Moi, j'ai bien aimé. Mais justement, c'est pour cacher ces poignées d'amour. Mais voilà, j'ai pris conscience que du coup, effectivement, la chirurgie, ça guérit pas tous les maux. J'ai fait beaucoup de chirurgie réparatrice, donc suite à cette perte de poids. Et voilà, j'arrive à un âge où je me dis il faut vraiment que je tourne la page, que j'ai une aide psychologique, mais pas quelqu'un de ma famille ou de mes amis, parce que du coup, j'aurais l'impression qu'ils ne sont pas objectifs avec moi. Suite au reportage, donc j'ai quand même pris rendez-vous avec un coach sportif pour faire du sport. Ah. Qu'est-ce que vous allez faire comme sport? De la musculation? Il va me faire du sport, non, en extérieur, donc... Un commentaire d'Yvonne peut-être sur l'histoire de la chirurgie esthétique qui Alors ne la règle chirurgie pas esthétique, c'est une contre-indication majeure pour toutes les personnes qui souffrent de dysmorphophobie. Parce que vous allez vous faire opérer des poignées d'amour, ensuite ce sera les cuisses, ensuite ce sera le ventre, et c'est sans fin. Et normalement, un chirurgien esthétique refuse toute intervention quand on est atteint de dysmorphophobie. Et on sent chez Alexandre vraiment un mal-être, et c'est ça qu'il faut traiter. Comme si vous n'avez aucune estime de vous. Bon, il faut travailler là-dessus. Donc vous conseillez quoi, Yvonne, en dehors du sport? Arrêtez de se maltraiter. Je veux dire qu'il y a chez Alexandre une tendance finalement à passer beaucoup d'énergie, à planquer ou à masquer ses défauts. Donc utilisez cette énergie à être bienveillant avec vous. Et puis arrêtez de vous maltraiter. J'ai envie de vous dire, prenez un petit carnet et au quotidien, repérez toutes les formes de maltraitance que vous avez à votre rencontre. Et déjà là, vous verrez combien vous êtes votre propre bourreau au niveau de l'estime de vous. Et sentimentalement, vous avez déjà eu une histoire d'amour? Oui, mais du coup, ça fait 2 ans que je suis célibataire et vu qu'en fait, je rejette tout le bonheur. J'ai envie d'être heureux, mais voilà, je rejette le bonheur parce que j'ai pas envie de souffrir un moment ou un autre. J'ai pas envie de me montrer à nu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui me La dernière histoire, c'est vous qui l'avez arrêtée ou... Non, c'est la personne qui est partie avec qui j'étais. Mais ça vous a fait souffrir. Ouais, mais sûrement à cause de moi aussi, puisque beaucoup de choses que je ne fais pas et... Ça avait duré longtemps? Non, ça a duré 3 mois, mais... Vous aviez eu du mal à vous abandonner physiquement? Ouais. D'accord.
Les complexes perturbent énormément la sexualité. On n'arrive pas effectivement à se lâcher. On est complètement focalisé sur soi. Or, la rencontre affective, c'est aussi s'intéresser à l'autre. Dorothée. Bonjour Dorothée. Contente d'être avec nous, Dorothée, sur ce plateau? Oui. Un petit oui. Si, non, c'est moi qui est venue, on ne m'a pas forcé. Si, contente, mais ça fait prendre conscience davantage du problème parce qu'au quotidien, on a tendance à l'éviter et à vivre avec. Et là, on prend conscience de l'ampleur que ça a et de l'importance que ça a. Une réaction au témoignage d'Alexandre? Bah oui, je me retrouve beaucoup dans lui, mais autant dans Alexandra. Hein. Je me suis beaucoup retrouvée dans Alexandra aussi, donc autant dans les deux, au final, c'est le mal-être. Donc on l'a tous les trois, on souffre, on est mal dans notre corps, donc dans notre tête. Alors, est-ce que vous voulez bien vous livrer au supplice du miroir? Est-ce que vous avez l'habitude de vous regarder beaucoup dans le miroir? J'ai eu beaucoup l'habitude, je ne l'ai plus. Vous avez... Parce que en ayant pris du poids, j'ai beaucoup de difficultés à... Alors, qui voyez-vous? Que voyez-vous? Quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme? Quelque chose. Déjà, vous ne voyez pas une femme, vous voyez quelque chose. Oui, quelque chose d'énorme, ça déborde, c'est gras, c'est graisseux. Comment je fais pour accepter d'avoir un corps comme ça? Alors, où vous voyez quelque chose de graisseux? graisseux? Au niveau du bas, les bras. C'est disproportionné, je trouve. Pourquoi? Le haut est assez, on va dire, normal. Le bas est doublé de volume comparé au haut. Et vous dites ça avec beaucoup d'émotion et de douleur et de larmes dans les yeux? J'ai honte de votre corps. Vous savez que le public, les gens vous trouvent très belle. Il ne va pas dire le contraire, forcément. Ils ne vont pas dire le contraire, mais ils pensent surtout qu'il n'y a pas de quoi souffrir comme ça. Donc, on comprend évidemment votre mal-être, on le mesure et on va en parler ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas du tout, nous, ce que vous voyez, une fois de plus. Voilà, douleur partagée par Cédric aussi. C'est douloureux de la voir autant souffrir. Bon. C'est dur à comprendre, à expliquer, c'est très dur. Ouais. Alors, on va se replonger dans votre histoire, Dorothée. Quel genre d'adolescente étiez-vous? J'ai toujours été une adolescente très complexée. Je me suis toujours considérée être bien potelée. J'ai jamais été obèse, je sais, mais j'ai toujours été bien potelée. J'ai toujours caché mes formes. J'ai jamais aimé je me suis développée très jeune, à 12 ans, j'avais déjà des formes. Je ne les assumais pas, les acceptais pas, donc je les cachais. Mais bon, je vivais avec. J'avais pas assez de volonté pour le changer. Ça a commencé vraiment à l'âge de 18 ans où je me suis vraiment prise en main et je me suis dit, bon, tu ne l'aimes pas, c'est une chose, mais tu peux faire quelque chose pour l'aimer. À l'époque, vous pesiez combien? 56 kilos pour 1m66. Donc vous étiez juste normal, quoi. Pour vous, oui. En tout cas, je rentrais dans l'indice de masse corporelle. Donc à ce moment-là, à 18 ans, vous avez décidé de perdre du poids? Oui, je suis allée voir une diététicienne. Donc j'ai pour perdre 3-4 kilos et puis on a... Elle était d'accord, la diététicienne, de vous aider? Tout à fait. Et donc j'ai perdu ces 3-4 kilos et puis après je me suis dit je ne vais pas retourner la voir, mais je ne me plaisais pas plus avec 3-4 kilos en moins. Donc je me suis dit j'ai compris comment faire maintenant pour maigrir, j'ai plus besoin d'elle, je vais continuer toute seule. Et donc je perdais 1 ou 2 kilos, mais je me maintenais, j'arrivais toujours à me faire plaisir, je ne souffrais pas d'anorexie réellement. Et puis avec le temps, j'ai diminué et je me suis rendu compte que je ne mangeais pas selon mes envies, c'était les calories. Je comptais tout, plus rien n'était naturel, je ne mangeais plus naturellement. Et jusqu'où êtes-vous descendue? 40 kilos. Donc plus que mince, là, maigre. À quel âge? Oui.
J'ai commencé à descendre à ce poids-là à 22, 23 ans. Donc là, vous étiez à 40 kilos. Oui. Vous vous aimiez, là, dans ce corps-là? Dans ce corps-là, mais pas dans la tête. J'étais malheureuse et j'aimerais avoir un corps de nouveau comme ça, mais sans avoir le même état d'esprit. Cédric, vous avez rencontré Dorothée alors qu'elle pesait ce poids-là ou un peu plus? Non, elle pesait 45 kilos. Mais tout de suite, je suis tombé amoureux d'elle, quoi. Tout de suite. Vous la trouviez belle? Ouais. Est-ce que vous aviez remarqué sa maigreur? Oui, sa minceur, oui. Après, petit à petit, elle m'a parlé de sa maladie, parce que c'est une maladie. Et je lui ai dit, je vais tout faire pour t'aider. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer pour vous? Le fait que je la voyais d'une manière et qu'elle se voyait d'une autre manière. Physiquement, c'était déjà ça. Et ensuite, les mots, placer les mots sont très importants. Le poids, grossir, c'est des mots... c'est limite dangereux de le dire, quoi. Donc au début, elle me reprenait. Elle m'expliquait, tu vois, ça, il faut pas le dire, il faut dire ça autrement. Par exemple, qu'est-ce que vous lui avez dit qu'elle avait du mal à supporter? Tu devrais manger plus, tu devrais manger différemment, tu devrais... ça, c'est des mots qui sont même encore durs à dire. Surtout quand il me faisait prendre conscience, par exemple, si j'avais mangé une fois un petit peu plus que d'habitude, il me le disait. Ah, t'as mangé un peu plus, c'est bien. C'est des choses qu'il faut... Je me braquais direct. Mais c'était au début. Il ne faut pas dire plus, ouais. il faut même limite... pour moi, il ne fallait rien dire. Mais le plus, j'ai retenu que le plus. Et je me suis dit, ah oui, j'ai plus mangé, tu vois, la prochaine fois. J'ai plus de recul maintenant par rapport à ça, mais... C'est pas grand-chose, mais ça peut... C'était très dur au début de comprendre ça, quoi. Et quand il vous faisait des compliments, comment vous réagissiez? Il est amoureux, donc forcément, l'amour rend aveugle. Forcément. Ou quand il vous dit que vous êtes belle, vous dites... Il m'aime, donc c'est normal. Bien sûr, il m'aime, donc ça me paraît logique. Il m'aime comme je suis. Ça vous fait pas plus plaisir que ça? Non. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir comme compliment? Que je suis une belle personne intérieurement. Ça, vous lui dites? Ah oui. Vous avez aussi développé des TOC. Comment ça s'exprime? Beaucoup de TOC, ne serait-ce que sur le corps. Je suis quelqu'un qui me regardait beaucoup dans la glace, qui regardait mes os, parce qu'on voyait bien les os du bassin, les côtes et tout ça. Et je regardais sous plusieurs coutures pour voir si c'était pareil qu'il y a 1 heure, ou qu'il y a 2 heures, ou qu'hier. Si ça avait un peu bougé ou je le voyais un peu moins, je me disais, ça y est, j'ai grossi, il faut absolument que je change ça. Et physiquement, dans vos rapports intimes, vous acceptez qu'on vous touche, Beaucoup de difficultés, beaucoup dans l'agressivité. Je l'ai beaucoup repoussé. Ouais. Je ne supporte pas qu'il touche mon corps parce que ça me faisait prendre conscience d'efforts, mais c'était pour moi impensable. Donc j'étais vraiment très repoussante et très agressive, verbalement et physiquement aussi. Dans mes gestes, j'étais assez brute. Votre corps a fini par vous envoyer des signaux? Oui, j'ai fait une fracture des 2 talons parce que je fais beaucoup de sport. En général, quand on souffre d'anorexie, on est hyperactive. J'ai fait énormément de sport, donc j'ai fait une fracture des 2 talons. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport? Footing, qui m'a fait faire une fracture des 2 talons, mais sinon j'ai fait beaucoup de sport en salle, beaucoup de cardio. Peu importe, il fallait que je dépense les calories que j'avais ingérées. Et donc j'ai fait une fracture des 2 talons. Et comment on se fait une fracture des 2 talons? Un simple footing. Mais l'anorexie fait qu'il y a... Un simple footing, sauf que vous deviez courir très longtemps? Même pas forcément, mais forcé. Quand je sentais que j'avais mal, j'ai continué. J'ai pas écouté mon corps, tout simplement. Et après, on a fait des examens, on a vu que j'avais une décalcification osseuse par rapport à l'anorexie et à la dénutrition. J'ai même du mal à dire ça, parce que pour moi, je me nourrissais normalement. Et donc voilà, donc là je me suis dit, ça a été les talons, mais ça aurait pu être une autre partie où j'aurais pu être en fauteuil, et là... Donc là, vous avez pris conscience que peut-être que vous exagériez un peu? Oui, je me suis surtout dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre ou tu veux mourir? C'est pas compliqué, après, à toi de choisir.
Et je me suis dit que je voulais vivre, donc j'ai souhaité avancer toute seule. Donc j'ai pris la décision de mettre un terme à notre relation. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on est séparés. Nous allons à présent écouter le témoignage d'une mère, Sandra, qui a préféré rester dans l'ombre pour protéger son fils. Bonjour Sandra. Bonjour. Avec vous, nous allons découvrir que la dysmorphophobie peut aller très loin pour celui qui l'a subie. Quel est le problème de votre fils ? Mon fils, depuis l'âge de 19 ans, il va très très mal. Il a une très très mauvaise image de lui, il est très très malheureux, il est renfermé. Qu'est-ce qu'il voit dans le miroir ? Alors ce qu'il voit dans le miroir, je l'ai découvert un jour comme ça, où je sentais qu'il n'allait pas bien, à force de le harceler, de lui poser des questions, je me demandais ce qui se passait. Et un jour, il m'a dit une phrase qui m'a choquée, donc ça fait 6 ans. Et il m'a dit, maman, il me dit, mais tu vois pas ma tête, tu vois pas ma tête. Je lui disais, bah si, je la vois ta tête, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, j'ai des bosses. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, mais c'est un cauchemar, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et donc il m'a dit, je suis monstrueux. Donc, des bosses sur la tête ? Sur la tête, sur le crâne, alors qu'il n'avait pas de bosses. Donc je me suis dit, c'est très très grave, donc que se passe-t-il ? J'ai essayé à plusieurs reprises, je vais faire court parce que c'est tellement long ce qui s'est passé, ça fait 6 ans. Et je lui ai proposé d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, il n'a jamais voulu. J'ai eu beaucoup de mal, je l'ai traîné chez un médecin parce qu'il ne voulait pas admettre. Pour lui, c'était physique ce qu'il avait, c'était pas mental. Donc c'est comme si vous disiez, j'ai un gros nez, je vais t'emmener voir le psychologue, il ne comprenait pas. Et puis ce qui m'a beaucoup interloqué aussi, c'est que comme il se sentait déformé, il avait toujours une casquette sur la tête, il mettait une casquette avec laquelle il dormait. Moi, je ne comprenais pas, si vous voulez. Je me demandais, je me disais, mais pourquoi il garde cette fichue casquette sur sa tête ? Et petit à petit, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai réussi un jour à le persuader d'aller voir un psy, parce que le médecin traitant m'a dit qu'il faut aller voir un psy. Et le psy m'a donné comme diagnostic donc, un trouble anxiophobique et de la dysmorphophobie. C'était un terme que je connaissais déjà, puisque j'ai tellement passé d'heures et d'heures et d'heures sur Internet que je suis devenue presque, entre guillemets, je ne vais pas dire expert, parce que c'est pas... Mais je connais beaucoup de choses. D'accord. Alors on verra, on va confronter ce que vous connaissez avec ce qu'Yvonne nous en dira tout à l'heure, puisque nous écouterons la suite de votre témoignage juste après ces messages de la rédaction. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Avec votre mère, votre relation est explosive, vous cherchez une solution pour arranger la situation. Vous travaillez avec votre fille et ce n'est pas tous les jours facile. Vous n'acceptez pas la vie amoureuse de votre mère ou de votre fille. Vous ne supportez plus votre mère et vous voulez quitter le cocon familial ou même couper les ponts avec elle. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Dans la dernière partie de l'émission, comme tous les jours, nous reprendrons des nouvelles d'anciens invités qui nous ont marqués. Et aujourd'hui, c'est Micheline et Patrick qui nous ouvriront les portes de leur nouvelle vie, ainsi que Kevin. À quoi ressemble leur quotidien, ils nous le diront tout à l'heure dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vos parents ont du mal à accepter la vie que vous avez choisi de mener, ils rêvaient pour vous d'un autre métier ou d'un autre style de vie. Toute votre famille travaille dans le même domaine, mais vous avez choisi une voie opposée et vos proches ne le comprennent pas. Issu d'un milieu favorisé, vous vous êtes mis en couple avec une personne d'un milieu populaire et votre famille n'accepte pas votre relation. Depuis que vous êtes en couple avec un homme marié ou qui a déjà des enfants, vos proches vous ont tourné le dos. Votre enfant a choisi un style de vie qui ne vous convient pas et depuis, vos rapports sont plus distants. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les invités que je reçois aujourd'hui ont une vision déformée de leur propre image. C'est le cas de Mathieu, le fils de Sandra. On va avancer maintenant avec notre deuxième partie, retrouver une bonne image. Sandra, pardon. Oui. Vous nous parliez tout à l'heure de votre fils qui se voyait totalement déformé en se regardant dans le miroir, pensant qu'il avait des bosses. Un mal-être qui quand même l'a conduit à séjourner 2 fois dans un hôpital psychiatrique. Oui, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il me parlait de bosses, mais en fait, ce sont ses cheveux qui le gênent. Voilà, c'est... Même s'il se faisait couper les cheveux ou s'il changeait de coupe de cheveux, il voyait toujours ses bosses. Absolument, c'est-à-dire qu'il n'a plus jamais prononcé le mot de bosse, il ne me l'a dit qu'une seule fois, mais il a été complexé très longtemps. Donc à cause de ça, c'est un complexe en fait imaginaire, parce que c'est sa coupe de cheveux qui lui déformerait la tête. Il est resté hospitalisé combien de temps à chaque fois? Alors il y a 2 ans, il est resté hospitalisé à peu près 2 mois, et après il a été réhospitalisé il y a à peu près 1 an, il est resté 1 mois à peu près. Donc c'est vrai que quand il est allé à l'hôpital, il allait beaucoup mieux. J'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux quand il était à l'hôpital, parce que peut-être il était entouré de personnes avec des pathologies très graves. Donc, mon fils aussi, c'est quand même grave, mais je veux dire... et il allait mieux, il souriait, je l'ai retrouvé, quoi. Je me disais, c'est vraiment mon fils. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Parce que je voudrais essayer de trouver une solution, parce que vraiment, c'est un cauchemar, cette maladie. Est-ce qu'il ne va pas mieux aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il va un petit peu mieux, parce qu'il a eu quand même un traitement. Donc il va un petit peu mieux, il sort un peu plus, parce que d'habitude, il ne sortait plus. Quand il allait dans la rue, il avait peur du regard des gens. Il baissait toujours la tête, il regardait ses pieds. Donc c'est encore comme ça maintenant, parce qu'il pense que tout le monde le regarde, puisqu'il a un défaut. Obsessionnel, c'est obsessionnel. Et ce qu'il y a eu aussi qui m'a donné le déclic un peu, qui m'a beaucoup inquiétée, c'est qu'il s'enfermait beaucoup dans la salle de bain et que je n'entendais pas de bruit. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe dans cette salle de bain? J'entends pas d'eau couler, je ne sais pas. Et petit à petit, il m'a avoué, parce que moi je me suis acharnée à lui poser plein de questions, qu'il passait son temps à se regarder, à se regarder, à se regarder, à se regarder. Et il se voyait déformé, c'était compulsif comme ça. Et en fait, tout ça, c'est pathologique. Et il est très, 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 très malheureux. Donc vraiment, j'ai un espoir, et vraiment ici, parce que j'ai beaucoup cherché à avoir de l'aide. Et vraiment, j'espère avoir une aide, mais quand je dis une aide concrète, c'est-à-dire avoir une adresse, un médecin qui sache traiter ce cauchemar. C'est un calvaire, un calvaire. Alors, je vous ai vu, Yvonne, accompagner une jeune femme comme ça qui avait une phobie, qui refusait de sortir de chez elle. Peut-être que vous pourriez prendre en charge ce jeune homme. Parce que Yvonne, vous avez des pouvoirs magiques. Puisque vous me demandez, Sophie, avec plaisir. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut quand même que ce soit encadré, pris en charge. Et cette maman a l'air particulièrement isolée et démunie. Oui, j'aimerais bien. Parce que je suis sûre qu'il lui reste pas grand-chose pour s'en sortir, à mon avis. J'ose espérer que je serai à la hauteur. Une prise en charge adaptée. Mais Yvonne, vous êtes une fée, on le sait très bien. En plus, ça me touche beaucoup parce que... une réaction peut-être d'Alexandra à l'histoire de Sandra? Déjà, ça a l'air d'être une forme vraiment impressionnante. Comment? Ça a l'air d'être une forme vraiment impressionnante. Ça vous parle, cette histoire de cheveux, le lien avec les cheveux? Moi, ce qui me parle, c'est effectivement le fait qu'elle dise que d'une fois sur une autre, sa vision change. Exactement. Voilà. Et vous c'est aussi, vrai c'est ce que vous ressentez? Oui. C'est-à-dire que parfois vous vous trouvez pas mal et la pression? Oui, parfois ça passe. Et puis, peut-être 10 minutes après, je vais me redonner un regard de travers dans le miroir. Ça va être la catastrophe. C'est exactement ça. C'est la projection sur le corps de son mal-être, d'une idée. Ça peut être une idée, une émotion, et paf, tout change. Exactement. Et même d'un support à un autre, des fois dans le miroir ça va, sur une photo ça va être horrible, ça change, c'est jamais la même chose, c'est hyper déstabilisant. Il vous arrive de contrôler votre poids plusieurs fois dans la même journée? Oui, en fait je peux me peser plusieurs fois dans la même semaine. En fait j'ai un rituel, je me pèse au moins une fois par semaine et je me mesure aussi, pour être sûre. Est-ce que la solution dans ce type de pathologie, c'est pas de supprimer les miroirs et les balances par exemple? Dans un premier temps, oui. Et puis savoir que le rituel, c'est nécessaire pour canaliser l'angoisse. Donc votre balance et votre miroir, c'est juste des tuteurs à votre angoisse. Donc dans un premier temps, les éloigner. Ça vous est déjà arrivé de les éliminer?
Non, pas vraiment, non. Et vous dites que vous mesurez aussi avec un centimètre? Oui, je mesure toutes les vous semaines. Vous mesurez quoi? Je mesure tout, tour de poitrine, en dessous, la taille, les hanches, les bras, les cuisses et le poignet. Tu le notes. Et je note tout sur un cahier. Et il y a de grosses variations? Non, bizarrement. Parce que moi, je les vois et je les sens. Et elles apparaissent très peu. Et le fait de constater sur le papier qu'il n'y a pas de grosses variations, ça ne vous rassure pas? Non, parce que je me dis que la balance, elle voit pas. Enfin, il y a ce qui est visuel et ce qui est terre à terre, le poids, mais avec un même poids, on peut ressembler à des choses différentes. Et... Alexandre, c'est des pratiques que vous faites aussi? Oui, moi je me pèse 3-4 fois par jour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'envisager de faire disparaître la balance aussi? Tout ce qu'on entend, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous n'habitez pas votre corps. Je pense qu'à aucun moment, vous ressentez du bonheur. Or, le bonheur, l'énergie, ça se sent dans les tripes. C'est une énergie comme ça qui vous envahit. Et ça, vous fuyez. Vous restez figé sur l'apparence et vous êtes dépendant d'une façon pathologique du regard d'autrui. C'est ça qu'il faut couper. Mais c'est vrai, j'ai souvent l'impression que ce corps ne me va pas, que c'est pas le mien, il va pas avec ma personnalité. Je suis quelqu'un de très discret et ça dépasse de partout. Et j'ai pas l'impression que c'est mon corps, je me sens souvent étrangère. Qu'est-ce que vous avez décidé pour tenter d'avancer? Déjà, je fais des efforts tous les jours. Vous avez vu, je mets des shorts, je mets pas de veste. J'essaye de trouver un thérapeute qui veuille bien s'occuper de moi aussi. Voilà. Alexandre? Moi, la première démarche, ça a été de venir témoigner à l'émission. Parce que ça a été le déclic, en fait, en voyant l'appel à témoins, et je me suis dit, il faut vraiment que je m'en sorte. Et alors, comment vous le sentez, là, aujourd'hui? Bien, alors après la journée de reportage que j'ai passée aussi avec l'équipe. Oui, souvent, il y a des déclics qui se produisent pendant la préparation de l'émission. Voilà. Et du coup, là, j'attends la rentrée puisque je vais travailler sur Nancy, donc j'attends pour entamer une thérapie, mais j'ai décidé de consulter quelqu'un. Cédric, pourquoi c'était important pour vous d'être à ses côtés aujourd'hui, aux côtés de Dorothée? Pour l'accompagner, lui montrer que je suis toujours présent, que je comprends mieux ce qu'elle ressent, sa maladie. Et Dans l'espoir que votre relation reparte? Oui. Le regard, il vous a lancé un regard pendant que vous tourniez la tête vers moi. Il est touchant, ce Cédric. Il est touchant, non? Cédric ne comprend pas pourquoi Dorothée n'accepte pas son amour. Ouais. Ah non, pas du tout. Non? Il y a deux choses différentes. Il y a l'amour et le fait qu'elle soit pas bien dans son corps. Donc je préfère à la limite être présent mais pas en couple pour l'aider à s'en sortir et qu'elle aille mieux déjà. C'est très important. Et ensuite, pourquoi pas la retrouver? En tout cas, l'amour, il transpire chez vous. Ah oui. Il vous aime. J'en ai Ça confiance. se voit, ça transpire, ça sort de partout. Et vous êtes touché par cet amour. Oui, ça me touche, mais je ne le mérite pas. C'est dommage. Pour lui, surtout. Je me Vous dis ne méritez pas. Pour le moment, vous êtes incapable d'y répondre, mais ça ne veut pas dire que vous ne le méritez pas. Oui. Non? Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai. C'est très juste. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes en train de travailler pour peut-être pouvoir y répondre un jour. Déjà pour elle. Pourquoi vous dites que vous ne le méritez pas? Pourquoi je ne mérite pas son amour? Parce que je lui rends pas, tout simplement. Voilà. Mais c'est parce que pour le moment, vous êtes incapable d'y répondre. C'est tout. Mais est-ce que j'y serai un jour? Eh ben, vous y travaillez, non? Oui, j'y travaille. Mais et puis, si vous n'êtes pas capable d'y répondre, vous ne serez pas capable d'y répondre. Mais peut-être à ce moment-là, votre relation, il comptera quand même pour vous, il aura été à vos côtés. J'imagine que c'est important quand même de le sentir à vos côtés. Bien sûr. C'est la plus belle preuve d'ailleurs d'amour, que la personne soit encore là, même si je ne lui apporte pas ce qu'il attend, tout simplement. Il paraît que vous êtes en train d'écrire un livre? Oui, je l'ai écrit. J'ai écrit un livre, ça a été ma façon à moi de tourner la page. Je suis quelqu'un qui parle peu, qui a parlé peu de cette maladie, donc j'avais besoin de tout poser sur papier. J'ai pris un plaisir fou et une libération, une façon de passer à autre chose. Ça a été ma façon à moi de passer à autre chose, l'écriture. Et vous l'avez tournée, la page? Je suis en train, mais difficilement. C'est très, très dur.
Et je pensais que je l'avais tourné, enfin que j'avais un peu plus évolué, que là j'ai pris conscience qu'il y avait encore du boulot aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Là, en étant sur le plateau? Ouais. Pourquoi? Encore trop sensible. J'ai un regard encore beaucoup trop négatif sur moi. Et que il faut que j'apprenne, il faut que je prenne confiance en moi et l'estime de moi. Je crois qu'il faut que je travaille surtout sur l'estime de moi. Un conseil d'Yvonne peut-être sur ce plan-là? Oui, je crois que Dorothée doit avant tout essayer d'abaisser ses exigences par rapport à ses objectifs. Vous êtes très exigeante avec vous-même. Vous avez un idéal de vous exceptionnel. Et je crois qu'il faut un petit peu être moins centré sur vous. Parce que même si vous ne vous aimez pas, vous êtes centré sur vous. Donc vous ne pouvez pas, quelque part, accéder à l'amour de l'autre. Et l'aveugle à ça. Hein. Et alors donc, le conseil, ce serait d'abaisser ses exigences et d'être plus un peu dans l'humilité. C'est un travail sur l'humilité, sur ses sensations. Mais c'est un long travail, Dorothée, avec vraiment votre sensibilité. Et je pense que vous aussi, quelque part, Cédric, c'est pas lui que vous détestez. C'est pas lui. Vous recherchez l'amour aussi d'un père, sans doute, que vous n'avez peut-être pas eu. Et que vous êtes en train d'essayer de tenter de demander à celui-là, à celui que peut-être que vous n'avez pas eu, qu'il vous aime et qui vous regarde. Merci à tous d'être venus sur ce plateau, d'avoir fait preuve d'autant de courage, parce que ce n'est pas évident pour vous de vous accepter physiquement et j'imagine encore moins de vous montrer devant des caméras de télévision. Merci beaucoup. Nos invités d'aujourd'hui donc ne se voient pas tels qu'ils sont et dans l'histoire continue, les deux hommes que je vais retrouver auraient très bien pu témoigner sur notre plateau aujourd'hui. Souvenez-vous, avant de devenir l'homme épanoui que vous connaissez, Kevin a longtemps été complexé par son apparence et pour se sentir mieux dans sa peau, il a eu recours à la chirurgie esthétique. C'est ce que vous nous aviez raconté la dernière fois que vous êtes venu sur notre plateau, Kevin. On va découvrir à quel point vous êtes devenu un être épanoui aujourd'hui. Quant à Patrick, bonjour. Bonjour. Il n'avait pas forcément conscience d'être un père trop laxiste et Micheline, sa femme, lui reprochait de ne pas savoir dire non à ses enfants. Alors, je vous propose tout de suite de prendre de leurs nouvelles à tous les deux pour l'histoire continue. Kevin, on se souvient de vous, puisque vous aviez ô combien marqué le plateau de toute une histoire lorsque je vous avais reçu le 23 mars 2012 dans une émission intitulée « Ils en avaient assez de passer inaperçus ». Alors, depuis l'âge de 16 ans, vous vous êtes juré de tout faire pour ne plus jamais avoir le sentiment d'être transparent. Avant de découvrir à quel point votre vie a changé depuis votre passage à toute une histoire, je vous propose d'abord de nous repasser le film de votre histoire. J'étais plutôt un bouc émissaire, j'étais très introvertie, je n'avais pas de copains. Il y a 1 an et demi, nous avions reçu Kevin sur notre plateau. Enfant, le jeune homme avait beaucoup souffert de son physique et il avait subi les moqueries de ses camarades. Qui était ce petit garçon-là? Comment il allait à l'époque? Ce petit garçon, c'était une personne assez timide, introvertie. Mais pourquoi vous étiez timide? À cause de quoi? Alors, essentiellement mon physique. Et qu'est-ce qu'il avait votre physique? Moi, je trouvais que j'avais un nez un peu imposant, j'avais des cheveux que je voulais changer dans l'idéal, j'avais beaucoup d'éléments qui ne m'allaient pas, en tout cas dans le physique que j'intégrais à cet âge-là. Pour atteindre son idéal masculin, Kevin n'avait pas hésité à totalement transformer son apparence physique. Pour moi, c'était vraiment un souci d'image. Pour pouvoir me réconcilier avec les autres, il fallait que mon image change. Donc vous avez eu recours à de la chirurgie esthétique? Bien sûr. Alors donc j'ai eu 2 rhinoplasties, on m'a ciselé les pommettes. J'ai changé également ma courbe de sourcils par une intervention. Tout à fait. Je voulais avoir les cheveux raides, j'avais un fantasme. Et la coupe de Sophie d'avant. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait encore? J'ai fait beaucoup de sport, en tout genre, course à pied, musculation, cardio-training, un petit peu de tout, pour construire un nouveau physique, un nouveau corps, parce que je me sentais pas dans le canon de beauté que j'avais moi. Attention, je souligne bien que j'avais moi. Donc vous avez pris une sorte de revanche sur la vie, sur votre physique. Et de quoi seriez-vous le plus fier aujourd'hui? De cette revanche, mais attention, c'est pas une revanche sur les autres.
Grâce à son parcours atypique, Kevin avait décidé d'aider les autres et de leur apprendre à se mettre en valeur en devenant conseiller en images. Ça m'a conforté dans la conviction que l'image est très importante et que la renaissance passerait par une transformation. À Lyon, 1 an après la diffusion de l'émission, nous retrouvons Kevin en grande forme. Depuis la diffusion de l'émission, ce qui a changé, c'est tout. J'ai gagné en coefficient sympathie, j'ai eu beaucoup de témoignages d'affection et ça a changé radicalement ma vie. Je suis un symbole de personnes qui osent tout et qui se préoccupent jamais de ce qu'on peut penser. La preuve, j'ai abordé la coupe de Sophie d'avant. Ça a été un petit clin d'œil qui a énormément buzzé. Ça a fait une belle vitrine. Ça m'a développé humainement et professionnellement. Merci. Je suis pas trop mauvais, hein. Ils ont raison, hein. J'aime le nouveau Kevin, c'est clair. Oui, je pense que j'ai une quête absolue de perfection. Et lorsque l'on est conseillère en images, comme Kevin, un diagnostic de l'équipe s'impose. Franchement, vous êtes bien. Je suis surpris. Si. Nicolas, il est bien. Chaussures noires, il n'y a pas de défaut. Le Mister, là, moi, je le trouve très fashion. Il a osé des couleurs. Donc, moi, je trouve ça audacieux. Toi, je te trouve très glam, avec ta petite robe, taille empire, orange, avec ton petit serre-tête. C'est très girly. Non, franchement, pas mal. Si j'ai un seul message à faire passer, c'est que tout est possible. Il suffit de le vouloir. Et que c'est une histoire de mental. Et qu'un physique, ça se transforme. Une situation professionnelle, ça se transforme. Je pense que tout est possible. Il suffit de le vouloir. Les amis très proches de Kevin, Rodolphe et Émilie, ont été témoins des grands bouleversements qui ont chamboulé toute la vie du jeune homme. On se connaît depuis presque 30 ans. On a grandi ensemble, on habitait dans le même quartier. On s'est trouvés et on s'est jamais quittés. Kevin, pour moi, ça a toujours été quelqu'un de très proche. C'est pas un suiveur, c'est un meneur, et ça, c'est important dans son activité. Je me suis retrouvée en lui, il s'est retrouvé en moi, et depuis, je le suis dans tous ses délires, tous ses excentricités. Je pense que cette émission lui a apporté une visibilité et une certaine notoriété. C'est vrai qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il était tout à fait compétent dans son secteur. Il a ce qu'il mérite. Il s'affirme de plus en plus par rapport à ce qu'il est en train de construire et ce qu'il vit depuis son passage. Sa meilleure revanche, c'est d'avoir fait taire tous les beaux parleurs. Et il est le plus heureux des hommes à l'heure actuelle. Si aujourd'hui Kevin a le physique dont il a toujours rêvé, c'est non seulement grâce à la chirurgie esthétique, mais aussi et surtout grâce au sport. Ça va? Oui, et toi? Bah oui, j'espère être en forme. Avec son coach, Kevin s'impose un entraînement intensif. Oh, il y en a marre. On va faire une dizaine de minutes. Faut se faire bruit de beau. Une série de 6 encore. Et ben voilà, super. Conseiller en images, depuis sa participation à l'émission, la cote de popularité de Kevin a explosé et son salon de relooking ne désemplit pas. Aujourd'hui, il reçoit Dany. J'aimerais, s'il te plaît, que tu sautes sur une couleur que tu adores et une couleur que tu détestes. J'aime bien le rose fuchsia. Regarde la prunelle de tes yeux qui ressortent beaucoup plus, qui sont radicalement tranchées. Même les lèvres, on dirait que tu les as maquillées alors qu'on n'a rien fait du tout. Et même certaines imperfections visage sont gommées, car tu as une luminosité totalement différente qui fait ressortir les contrastes de ton visage. Et Dany, dis donc, ça fait combien de temps que tu t'étais pas coupé les cheveux? Tu m'as dit un siècle? T'es sûr que c'est pas 2? Oui, 2 si tu veux. Parce que dis donc, la longueur, c'est incroyable. Non, mais ils poussent très vite, les cheveux. Ah bah je vois ça, hein. Bon bah écoute, on va essayer de vite les couper avant qu'ils poussent encore, parce que là, ils risquent de pousser pendant ils risquent de pousser pendant la coupe. Oui. Entre stylisme, coiffure et maquillage, Kevin prodigue ses conseils et supervise ses experts. C'est super! Je vais faire apparaître une deuxième fée. Oui, Sandra. Et ben voilà, mais elle suit tout. Sandra, est-ce que tu peux venir secourir le visage de Dany?
ça a été à la hauteur de ce que tu attendais? Oui, c'est parfait. Je suis très très contente. Donc je vais te faire un gros bisou. Je suis content que ça te plaise et sois sage. Encore une mission réussie pour Kevin, qui depuis quelques mois ne se contente pas de relooker ses clients. Depuis son passage à l'émission, il a réalisé un rêve, faire de la radio. Allez Kevin, dans quelques instants, j'ai lancé le générique, on y va. T'es prêt? C'est parti? C'est parti. Allez, go, attention. 3, 2, 1, c'est à toi Kevin. Bonsoir mes petits auditeurs. Ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses dans la rubrique Lookez-vous. On a Sandrine en ligne. Chaque semaine, sur une radio locale de Lyon, Kevin anime sa propre émission de mode, Lookez-vous. Ne fais pas l'erreur fondamentale que font toutes les femmes d'assortir leur maquillage avec leur tenue. Donc surtout, tu tranches. Conseils beauté, billets d'humeur, décryptage tendance, le chroniqueur aborde tous les thèmes avec son aisance naturelle. Alors Denis, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je suis partout, lookez-vous. Alors, quel impact notre émission a-t-elle eu dans votre vie? Ça a été un bouleversement. Ça a été un coup de foudre, mais vraiment dans le sens vraiment littéraire. Il y a eu des propositions télévisuelles, mais ça montait crescendo, en fait, plus Qu'est-ce qu'on vous a proposé à la télé, par exemple? 2 séries. Acteurs. Oui, tout à fait. Donc, ça m'a amené carrément à l'action. Pour jouer quel rôle? Donc, je vais jouer un zombie. Tout à fait, parce que je voulais quelque chose de totalement décalé. Oui. Et je vais jouer aussi mon propre rôle, le rôle du conseiller en images. Donc déjà, je voulais vous remercier à toute une histoire, et vous-même, Sophie, et Stéphanie. Tout simplement parce que ça a été une cascade d'événements. Il y a eu, bien sûr, les propositions télévisuelles. Il y a eu la radio qui est venue à moi. J'interviewais soit des people, soit des chroniqueurs qui, derrière, me proposaient des choses. Et ça montait crescendo, sans parler, bien sûr, de mon activité privée, c'est-à-dire mon activité professionnelle, professionnelle qui a aussi explosé en crédibilité. De coach? Conseiller en images. Conseiller en images. Parce qu'en fait, le coach, il y a véritablement une dimension de challenge dans un court terme. Ouais. Moi, il n'y en a pas. Moi, je suis là pour la douceur, pour réconcilier les gens avec eux-mêmes. En tout cas, bravo. On se réjouit de ce qui vous est arrivé. Sophie. Et merci d'être venu rendre hommage à la production de l'émission. Et on s'en réjouit. Merci beaucoup. Merci. On va revenir à présent à l'histoire de Patrick et de Micheline. Micheline, Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 28 avril 2010 dans une émission intitulée « Mon mari n'est pas le père que j'espérais ». Quel genre de père était votre mari, justement, à l'époque? Papa de poule, papa trop laxiste, papa trop gâteau, un grand-père qui ne savait pas dire non aux enfants. Tout leur était accordé. C'était d'abord les enfants, le travail, et puis moi j'étais là après. Mais les enfants, c'était leur dieu, c'était les petits, c'était les bébés, c'était les dieux en personne. Donc. Vous aviez conscience, vous, Patrick, de votre laxisme? Un petit peu. Un petit peu. Je savais que ce que je faisais, pour moi, ça leur faisait plaisir. Je voyais qu'ils étaient contents et ça me plaisait, quoi. Donc, de m'occuper de mes enfants. Il faut dire que j'étais papatard. Donc, papatard. Oui, papatard. Donc, j'ai eu mes enfants que j'avais passé 39 ans. Donc, voilà, pour moi, c'était... Vous voulez dire qu'à partir d'un certain âge, on devient plus gâteau facilement? Exactement. Quoi. Avant de devenir gâteux, on est gâteau. C'est que je ne serai jamais gâteux, mais... Voilà, avec mes enfants, j'estimais que ce que je leur donnais, je les laissais faire, Tant que ça ne faisait pas du mal à personne, pour moi, ça ne leur faisait pas du mal à eux non plus, quoi. Alors, pas facile de trouver la bonne distance avec ses enfants quand on est un papa poule. Pour mieux se faire une idée du genre de père que vous étiez, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de votre précédent passage à toute une histoire et on se retrouve juste après. Il est beaucoup trop laxiste avec les enfants. Avant d'être père, Patrick s'imaginait devenir autoritaire. Rien ne laissait présager tout le contraire. Du jour au lendemain, mon caractère, il a changé quand j'ai eu mon... Du jour au lendemain, à quel moment? Le jour où on m'a mis mon fils dans mes bras. À la naissance? À la naissance, oui. Au quotidien, c'était 2 éducations opposées que recevaient leurs enfants. Une maman qui imposait des règles face à un papa qui cédait à tout. Je veux un cheeseburger, s'il te plaît. Oh, tu mangeras? Laisse-leur prendre ce qu'ils veulent. Non, c'est ça ou c'est ça, Julien? S'il veut, mettez un check, monsieur, pas de problème.
Je passe encore pour la méchante, c'est toujours maman qui ne veut pas, maman qui discute, alors que papa il veut bien et tout, c'est papa le gentil, et moi, ben voilà. Et ça me fait un peu de la peine parce que j'ai peur de mettre une distance entre mes enfants et moi. Patrick s'investissait tellement dans son rôle de papa poule qu'il en oubliait son rôle de mari. J'aimerais tellement bien que Patrick prenne conscience que je suis quand même son épouse avant d'être la maman. Les enfants ont leur place dans notre vie, mais nous avons notre vie de couple aussi. Malgré les reproches de sa femme, Patrick avait du mal à lui promettre d'être moins laxiste avec leurs enfants. Vous sentez un besoin de faire évoluer la situation? Ben oui, pourquoi pas. Ça ne me gêne pas de la faire évoluer. Si on peut avancer et faire plaisir, il va falloir que peut-être je change. Il va falloir que tu changes. Et pas à l'adolescence, c'est maintenant. Trois ans après l'émission, Patrick est toujours aussi proche de ses fils. Jérôme, 15 ans, et Julien, 12 ans. Allez. Micheline et Patrick ont enfin réussi à trouver un équilibre dans l'éducation de leurs enfants. Patrick a su imposer des règles et ne plus céder au moindre désir de Jérôme et Julien. Je suis toujours en train de faire tomber les autres, hein? On va manger, vous allez aider maman à mettre la table? Non, pas tout de suite. Jérôme, tu vas donner un coup de main à ta mère. Allez, hop, vous allez installer la table, s'il vous plaît. Pas tout de suite, non. Jérôme, tu vas installer... Non. Maintenant, allez. Micheline se sent aujourd'hui soutenue par son mari. Chacun joue son rôle de parent de façon équitable. Ben, bon appétit. C'était sympa de vous voir dans la piscine, tous les trois. Non? Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir, franchement, d'être avec mes deux petits gars. Je m'en doute. Ça m'a fait plaisir. Franchement, je trouve que t'as vraiment changé. Tu dis plus non. En bien ou en mal? Bah, ça dépend, moi. Je trouve que c'est en mal pour les jeux et en bien pour... Maintenant, ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est le contraire. Toi, maman, tu dis plus oui, et papa, toi, tu dis plus non. Et qu'est-ce qui t'embête Rien. Là-dedans? Rien. Eh ben voilà. Mais moi, je dis oui quand c'est quelque chose de nécessaire ou quelque chose de valable. Je ne dis pas oui à tirer l'haricot. Cet après-midi, on avait l'intention avec maman d'aller faire une balade. J'espère que vous viendrez avec. Ouais, mais on fera la balade, on fera passer dans un magasin et acheter des jeux. Acheter des jeux, Jérôme. C'est quand même plus agréable que de passer des moments tout seul devant ta console, non? Oh bah non, je reste ici parce que voilà, moi ça... Il n'y a pas que les jeux, les gars, dans la vie. Hein. Oh, mais vous n'avez pas assez? C'est un tout nouveau jeu qui est sorti, donc voilà. Oui, mais vous êtes assez Jérôme, et de trop sur les jeux. Tu es trop souvent sur ta console. Aujourd'hui après-midi, on va se balader. Si tu ne veux pas venir avec, de toute façon, on n'ira pas acheter un jeu. Maman et moi, on ira se promener. Alléluia, ça c'est une bonne parole. Voilà. À présent, Patrick peut s'accorder des moments avec sa femme, sans culpabiliser de laisser ses deux fils seuls. Un grand pas pour lui, dont Micheline est très fière. Eh bien, tu vois que c'est pas si difficile que ça de dire non de temps en temps aux enfants. Et franchement, ça me fait du bien. Je me sens un peu plus épaulée. Et maintenant, Jérôme et Julien, ils savent à qui ils ont affaire. Maintenant, tu as repris ta place, ton rôle de père, et moi, mon rôle d'épouse, et toi, le rôle de mon mari. C'est le principal, non? C'est qu'on soit bien et que, voilà, on puisse encore avoir de très bons moments ensemble. Je crois que tu as eu le déclic maintenant, et je suis bien contente. Alors Micheline, vos reproches semblent avoir porté leurs fruits. Selon vous, de quoi votre mari a-t-il pris conscience en venant sur notre plateau? Je pense qu'il a pris conscience maintenant que dire oui aux enfants, à tous, c'était pas leur rendre service. Que j'existais quand même un petit peu, que ça me fait bien plaisir de savoir maintenant que... Non, parce qu'en fait, vous étiez un peu jalouse qu'on ne prête pas suffisamment attention à vous. Un petit peu, c'est mon mari quand même d'abord. Ah ouais. Je ne vais pas dire avant d'être le père, mais bon, oui. Ça a d'abord été mon mari avant d'être le père de mes enfants. Et donc là, aujourd'hui, il est plus attentif à vous? Oui, disons que maintenant, il parvient à dire non aux enfants. Maintenant, c'est vrai que les enfants ont grandi aussi. Il dit non aux enfants et oui à vous. Disons que maintenant, dans le sens où quand on a envie d'aller promener, si les enfants ne veulent pas venir avec parce qu'ils sont un peu bloqués console,
il parvient à dire, ben, tant pis, je pars avec maman. Donc ça nous laisse plus de temps à faire des balades en moto, des brocantes, des promenades, voilà. C'est sympa tout ça, non, Patrick? Oui, mais j'ai pris conscience que maintenant, depuis l'émission, ils ont pris de l'âge, donc ils ont besoin d'autres activités, d'autres moyens. Et c'est vrai qu'en regardant le reportage, je me suis trouvé un peu trop laxiste avec mes enfants. Et j'avais une grosse défaillance avec le rôle d'époux. Et j'ai changé vraiment tout ça. Donc maintenant, j'ai repris un peu plutôt l'époux et un peu moins avec les enfants. Mais bon, voilà, je les garde toujours un peu comme avant, quoi. Bon, alors que pensez-vous du nouveau Patrick? Waouh. Ben moi, j'en suis de plutôt plus comblée, parce que comme je suis très amoureuse de mon mari, ben voilà, j'ai retrouvé mon mari et le père à 16h, quoi. Et à 16h? Ben oui, je vais dire que ben voilà, il a la vie de couple, il a la vie de papa et la vie de famille. Est-ce que vous avez instauré d'autres règles? Ben oui, les règles, ben, voilà, au niveau d'Internet, ben, à un moment donné, ben, ça suffit au couple, quoi. Et quand avant, je donnais des fausses punitions. En fait, je prévenais, mais je n'agissais pas. Maintenant, bon, ben, c'est plutôt j'agis et puis voilà, quoi, sans prévenir, quoi. Bon, donc vous êtes plus ferme. Plus ferme. Plus voilà. autoritaire. Oui. De quelle manière envisagez-vous l'avenir désormais? Ben, avec mon épouse, j'envisage l'avenir, ben, être plus ensemble. En passant plus de temps tous les deux? Oui, en passant plus de temps ensemble, malgré que mon travail ne me permet pas toujours d'être avec elle souvent, parce qu'il y a quand même mon travail et les enfants, mais j'envisage aussi d'avoir mes enfants à côté de moi, donc le plus tard possible, quoi. Bon, donc trouver la juste place, la bonne distance et le bon équilibre. Exactement. Très bien. Vous travaillez toujours à la télé? Oui. Oui. Non, vous faites quoi à la télé? Pardon? Vous faites quoi? Ben, je suis le directeur à la télévision. Quelle télé? Ah, c'est une télévision régionale qui s'appelle Télé Wallonie, en Belgique, quoi, à Liège. Voilà. Vous voulez pas embaucher Kevin? C'est vrai? Non. Oui. J'ai sa carte de visite. En attendant la vôtre. Si vous voulez une vieille animatrice blonde, hein. On ne sait jamais, vous savez, il faut mieux préparer l'avenir. Je travaillerai mon accent belge, etc. Très bien. Bon, ben, je suis ravie en tout cas que vous ayez pu enfin trouver votre équilibre tous les deux et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vais vous demander maintenant de signer notre grand livre de l'histoire continue et ce sera un honneur que Kevin daigne apposer sa signature sur le grand livre avant que vous soyez une star internationale, qu'Hollywood vous réclame et que vous deveniez l'égérie du Festival de Cannes. Merci de bien vouloir signer notre livre. Merci en tout cas à tous pour vos témoignages. On se retrouve très vite. Bon après-midi sur France 2. Merci à tous. Le cycliste est arrivé, mais très vite. Ah oui. Et t'a percuté de plein fouet. Un grave accident les a plongés dans le coma pendant des mois. J'entendais rien, j'étais comme morte. Mon fils a été accidenté et il est resté 6 mois dans le coma. On a dit à mes parents, il vaut peut-être mieux pas qu'il se réveille. On ne sait vraiment pas dans quel état il se réveillera. Quel a été le diagnostic des médecins? Une chance sur 10 000 pour s'en sortir. Et même s'ils ont fini par se réveiller, ce coma ne les a pas laissés indemnes. Ça a gâché mon couple. Ça rend hyper sensible à tout. Pourquoi on s'est acharné à me faire vivre? Vous auriez préféré mourir? Ah oui. Des expériences mystérieuses entre la vie et la mort. Je flottais au-dessus du corps. J'ai vu comme un grand brasier. J'ai vu une boule, comme une sphère de lumière. Je me suis trouvée dans ce tunnel noir. J'ai eu cette sensation de rentrer, mais direct à la maison. Moi, je connaissais le chemin. Et puis la vie qui continue. Cet accident et ce coma était la grâce de ma vie. Ça m'a permis de rencontrer maman. J'ai pas eu plus grande chance dans ma vie que celle-là.